Je vous invite ce soir à passer à table et à découvrir comment, depuis l'Égypte ancienne, les artistes s'attachent à représenter le moment du repas, le dîner, le banquet ou encore les fêtes courtoises dans notre histoire de l'art. Depuis l'Antiquité, la représentation des repas dans l'art possède pour première signification la notion de convivialité, puis de partage et de pouvoir. En effet, il existe plusieurs manières d'illustrer ces moments du quotidien et plus largement la nourriture, dans le cadre d'offrandes, de banquets politiques, de fêtes ou bien même de nature morte, genre qui contribuera à nous révéler les mets les plus en vogue de la période concernée. Contrairement à certaines croyances, l'importance du repas ne remonte pas aux grandes tables de la Renaissance. Mais déjà, depuis l'Égypte ancienne, la nourriture avait ce pouvoir d'assurer la protection et la prospérité dans le cadre d'offrandes à un ou plusieurs dieux. Il s'agissait de déposer des aliments dans des structures et objets consacrés. L'offrande à Osiris, par exemple, où nous retrouvons généralement les figures de profil face aux dieux dans l'attente de ces biens fabuleux. Les banquets avaient pour principale fonction le rassemblement des hommes dans une seule et même salle, où durant l'Antiquité, il fallait s'adonner au fameux jeu du kotab. Représenté la plupart du temps sur les vases grecs, l'homme de profil, depuis son lit de banquet, projetait le vin contenu dans sa coupe en direction d'une cible. Ces banquets étaient nommés symposium, que nous pouvons traduire par boire ensemble. Ce sont des éléments primordiaux de la société masculine à cette époque. Je dis bien masculine car les femmes n'étaient malheureusement pas conviées à ce genre d'événement. Les banquets antiques pouvaient également être représentés en l'honneur du dieu Dionysos, auquel cas le vin était le roi de la fête, illustré par l'abondance des vignes sur les coupes grecques. Cette notion de banquet va se développer au cours du Moyen-Âge. En témoigne la multitude d'enluminures représentant ces événements. Avant le XIIe siècle, le banquet devait permettre aux hommes de nouer des alliances contre un ennemi ou de conclure des accords politiques, d'où l'omniprésence de chevaliers durant les réceptions. Ce n'est seulement qu'après le XIIe siècle que la table doit refléter l'importance sociale et la richesse du seigneur qui accueille. La position allongée qui était utilisée durant l'Antiquité est abandonnée pour laisser place à des hommes assis autour d'une grande table rectangulaire occupant la quasi-totalité de la composition. Nous remarquons l'abondance des couverts en or également pour les nobles et la figure royale. Les fêtes courtoises apparaissent durant le Moyen-Âge. C'est alors, pour les artistes, l'occasion de faire du repas un véritable spectacle aux couleurs foisonnantes et à la perspective parfois inexistante. Le but n'étant pas d'être mathématiquement juste, étant donné que la perspective se développera au début de la Renaissance avec la théorie de Léon Battista Alberti. Les tables sont présentes en vue de suggérer une profondeur autour de laquelle les hommes sont disposés avec certaines anomalies anatomiques. Les artistes doivent principalement faire ressortir les éléments essentiels au cours d'un repas, tels que les plats, les étoffes et la viande, qui s'avèrent être un élément central de l'alimentation des nobles au cours du Moyen-Âge. Là où les bancs en bois étaient privilégiés durant la période médiévale, ils seront remplacés par des chaises à la Renaissance, tandis que les plaques rondes en métal faisant office d'assiette unique pour tout le monde vont laisser place à la véritable assiette, telle que nous la connaissons aujourd'hui. L'assiette provient d'Italie et apparaît au XVIe siècle. Après être fabriquée en argent, elle sera peu à peu réalisée à partir de faïence. Si les tables de la Renaissance sont si chargées, c'est qu'on parle alors de service à la française, où tous les plats doivent être apportés en même temps. Les artistes représentent alors parfaitement ces événements du quotidien. Au XVIe siècle, les tables sont disposées de manière à accueillir danseurs et musiciens. Prenons l'exemple des noces de Cana de Véronèse. Il s'agit alors d'une œuvre religieuse qui va être réactualisée par le peintre en vue de traduire les festins de l'époque. En effet, jusqu'à la fin de la Renaissance, de nombreuses représentations de repas religieux furent réalisées, comme la scène étant le dernier repas du Christ, où ce schéma des hommes alignés les uns aux côtés des autres de part et d'autre d'une grande table rectangulaire inspira les artistes pour les représentations des banquets et des festins. Mais alors, à quel moment la société va-t-elle évoluer et prendre un repas dans une petite pièce destinée à celui-ci ? Eh bien, il faudra attendre le XVIIIe siècle où des pièces vont être exclusivement réservées aux repas, bien loin des grandes et imposantes tables de banquet. La table de salle à manger fait son apparition.
Cette nouvelle intimité est figurée dans l'œuvre de François Boucher, nommée Le Déjeuner, où seules quelques figures dans un intérieur cossu semblent apprécier un déjeuner convivial et familial. Cette œuvre est une source fondamentale concernant la vie sous Louis XV, notamment par la présence du chocolat chaud sur la table. Pour la petite anecdote, le chocolat chaud était la boisson favorite de Madame de Pompadour et de la comtesse du Barry, les deux plus célèbres maîtresses de Louis XV. Cela devait, selon lui, échauffer leur sang afin d'être plus téméraires au lit. Nous avons également que le roi avait fait installer 2 salles à manger dans ses appartements privés de Versailles, où il aimait s'y rendre pour préparer parfois ses propres repas. Mais n'oublions pas qu'il existe un genre en peinture permettant de dédier une toile entière à la nourriture et ses accompagnements, les natures mortes, genre dont le nom fut établi tardivement. Nous parlons de natures mortes depuis le début du XVIIe siècle, alors que ces représentations furent bien plus anciennes. La nature morte peut figurer des repas, des fleurs, des fruits et des vanités, en bref, des compositions d'objets inertes. Celle-ci se développe particulièrement au cours de la Renaissance suite aux inspirations flamandes que rencontrent les artistes, un art du détail où les peintres côtoient un réalisme frappant. Avant d'être un genre à part entière, la nature morte était généralement figurée au revers de scènes religieuses. Mais celles-ci sont des témoignages très précieux des mets les plus appréciés au cours de l'histoire. Les compositions de nature morte nécessitent généralement un point de vue surélevé, où le spectateur pourra admirer les éléments en contrebas. Chaque aliment se doit d'être figuré distinctement. Ils sont alors les uns à côté des autres afin d'être clairement visibles et reconnaissables. Le but de ces natures mortes est avant tout l'évocation du plaisir. L'homme, en regardant la toile, doit être poussé à consommer les aliments représentés. Il existe donc plusieurs façons de figurer nos repas quotidiens, activité à laquelle les artistes s'y attachent très tôt en vue de traduire ces événements, symboles historiques et culturels. Et pour les plus gourmands, n'oubliez pas de vous laisser tenter par les magnifiques planches de dessert illustrées dans les livres de recettes d'Isabella Marie Beeton, plus grande écrivaine culinaire au cours du XIXe siècle. Autre façon fondamentale de représenter les plats et d'en partager leur élaboration. Vous l'aviez attendu, voici le bonus recette du jour. Tel qu'aimait le dire Marie-Antoinette, si le peuple n'a plus de pain, qu'il mange de la brioche. Alors apprenons à réaliser l'une de ces gourmandises, la brioche perdue de Marie-Antoinette. Pour ce faire, vous aurez besoin de 4 tranches de brioche, 15 centilitres de lait, un œuf, un sachet de sucre vanillé, du beurre et de la confiture à l'orange. Pour réaliser cette brioche perdue, vous avez besoin d'une assiette creuse dans laquelle vous pourrez mélanger l'œuf battu en omelette, le lait et le sucre. Vous allez ensuite faire tremper au fur et à mesure les tranches de brioche d'un côté puis de l'autre. Vous allez faire chauffer une poêle avec un petit peu de beurre et attendre que les tranches de brioche soient parfaitement dorées. Et puis bien évidemment, servir le tout avec une petite confiture à l'orange. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager, commenter et surtout me suivre sur les réseaux sociaux.